quand on parle de la libération de la femme, elle n'est pas complètement effective. C'est encore un doux rêve. Sauf que moi, j'ai vraiment mené ma vie sans me préoccuper de l'opinion masculine. J'ai vraiment mené la vie que je voulais, j'ai fait mes propres choix sans me reposer sur un regard masculin. C'est très rare. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Je suis une nouvelle fois particulièrement émue de recevoir mon invitée d'aujourd'hui parce que, comme vous, si vous êtes né dans les années 80, elle a fort probablement bercé une bonne partie de votre enfance ou de votre adolescence. J'ai le plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Mallory Nataf. Bonjour Alexandra. Bonjour Mallory. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis hyper contente, je suis hyper touchée que tu aies accepté mon invitation. Je suis très très heureuse de te recevoir sur le plateau d'ABC Talk. Et j'avais vraiment envie que tu viennes aujourd'hui parce que, comme je le disais à l'instant, tu as bercé une partie de mon enfance. J'adorais te voir sur mon petit écran et quand j'étais punie et que j'avais pas le droit de regarder la télé, j'étais bien dégoûtée de pas pouvoir te voir dans le miel et les abeilles. C'est vrai que c'était très frais. Et c'était très frais, c'était très génial, c'était vraiment génial. Je me rappelle d'Eugénie aussi, enfin tu vois, tout ça. Et quand j'ai découvert la suite de ton parcours, tu sais, j'ai eu un peu un pincement au cœur. Comme quand t'as un membre de ta famille, quelqu'un que tu connais, que t'as peut-être un peu perdu de vue et à qui il arrive vraiment... des mésaventures. Des mésaventures. Oui. Pas forcément... Alors, des mésaventures, j'ai envie de dire, le mot est faible. Mais en même temps... un accident de la vie, c'est des accidents de la vie. Des accidents de la vie, ouais. Mais j'avais envie aussi de montrer aux gens, à travers ton thème, les défis, les challenges que ça représente, mais aussi les forces et la philosophie de vie que tu as su cultiver. Alors, depuis le miel et les abeilles, raconte-nous un peu tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai arrêté le miel et les abeilles au bout de 2 ans et demi. J'ai été 2 ans et demi très très présente à l'image. Après, j'ai fait du théâtre pendant 4 ans, tous les jours. J'ai tourné dans toute la France avec des pièces comiques, du boulevard, du théâtre de boulevard, parce que on critique beaucoup le théâtre de boulevard dans ce métier, mais moi j'aime ça parce que ça fait rire les gens et j'ai fait rire les gens pendant 4 ans. Ensuite, j'ai accouché de mon premier enfant. J'ai été maman et quand j'ai vu ce bébé pour la première fois, j'ai compris que toute ma vie était là, dans les enfants, dans l'innocence. Essayer de comprendre le trajet de l'innocence et qu'est-ce que l'innocence. Donc, je suis devenue mère au foyer. J'ai arrêté toutes mes activités pour m'occuper de mes enfants. J'ai fait un premier enfant en 98, Raphaël, Arthur Elliott, Eliaou Shlomo. En 2001, j'ai fait ma fille, Angeline Grace Colomba Chanatania. Et en 2009, j'ai fait mon 3e enfant, Shiloh Kitavo Moshe. Donc, je n'étais plus qu'une maman. Pendant environ 10-12 ans, je n'étais plus qu'une maman. Et il y a eu un accident de la vie, j'ai eu des moyens qui se sont affaiblis, des moyens financiers qui se sont affaiblis jusqu'à ne plus être en capacité de payer mon loyer. Et je me suis retrouvée à la rue, j'ai été attaquée par les pères de mes enfants qui n'étaient pas d'accord avec mon histoire pour le 3e papa de mon enfant, donc ils m'ont attaquée, les 2 premiers papas. Et j'ai perdu devant la justice, j'ai perdu la garde de mes enfants. Et là, je me suis écroulée, Alexandra. C'est comme si je n'y croyais pas, quoi, qu'on allait m'enlever mes enfants. C'était une option qui n'était pas envisageable. Et quand on m'a pris mes enfants, alors là, j'ai su ce que c'était que la douleur d'une mère sans ses enfants. Et là, je me suis écroulée par terre. J'étais comme une bête qu'on emmène à l'abattoir. Alors là, je souris parce que je l'ai traversé. J'ai réussi à traverser ça, j'ai fait le deuil de mes enfants, j'ai fait le deuil de ma vie de maman, j'ai fait le deuil de ma maternité, parce que moi j'étais très maternante, et maintenant je suis redevenue à nouveau une femme, c'est-à-dire que de cette chose négative finalement, qui était qu'on m'enlève mes enfants, je me suis dit ma fille, tu es comme quand tu avais 18 ans sans tes enfants, tu es à nouveau une femme qui doit avancer par ses propres moyens et ne plus s'appuyer sur ses enfants comme des béquilles en fait, pratiquement. Donc maintenant je suis redevenue comme une jeune femme, comme une très jeune femme de 18 ans qui est sans ses enfants et qui recommence à s'occuper d'elle. Donc c'est aussi très agréable. Finalement, j'ai retrouvé un dynamisme là-dedans alors que je pensais que je n'arriverais jamais à me relever sans mes enfants. Et en fait, je me rends compte que on s'oublie. Quand on est maman, on oublie de vivre pour soi. Et j'ai recommencé à vivre pour moi. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour
quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Mais en fait, t'as beaucoup de résilience, Mallory, parce que tu sais, je t'ai parlé du concept de mon émission. Moi, c'est d'étudier le parcours des gens à travers leur thème en numérologie. Et t'as quand même 2 nombres qui sont récurrents dans ton thème, qui sont le 5. Le 5 qui nous parle de la liberté, de la diversité, d'un regard ouvert grand sur le monde. Et d'ailleurs, j'ai regardé du coup quelques interviews de toi où tu disais que quand que tu arpentais les rues de Paris, tu marchais parfois 15 heures par jour et que tu revisitais Paris sous un nouveau prisme. Tu vois, là, quelque part, t'as mis en exergue ton 5, mais t'as aussi beaucoup de 1. Et en fait, dans l'histoire de ton âme, moi, j'ai la combattante. J'ai celle qui n'a pas du tout envie de s'avouer vaincue. J'ai celle qui tient une position, qui s'est promis, dans la lumière de son âme, de ne jamais se laisser abattre. Alors bien sûr, forcément, t'as tes émotions, t'as ton cœur de maman. Cette épreuve, clairement, dans ton thème, elle arrive à partir de 41 ans. Oui, c'est 41 ans. Eh ben ouais, mais en fait, dans cette dynamique de vie, en fait, de 40 à 49 ans, t'es sur ce que j'appelle une épreuve karmique, en lien avec la famille et la maternité. C'est quoi ton regard sur... C'est quoi ton chemin de foi? Parce que finalement, tu vois, je trouve que tu restes pétillante. T'es pas aigrie. T'as gardé le sourire aux lèvres. Tu vois, on t'es venu au studio, t'es tout sourire, t'es hyper agréable avec tout le monde. Enfin, j'ai pas quelqu'un d'aigri devant moi. J'ai pas quelqu'un qui s'est laissé abattre par l'adversité. J'ai pas tout ça. C'est quoi, quelque part, ta botte secrète? Parce que... alors moi, j'ai une vie spirituelle qui est un petit peu complexe. Ah, explique-nous. On adore ici. Mon papa est juif et ma maman est catholique. Donc il m'a fallu faire un voyage dans le judaïsme pendant 4 ans et demi pour me rendre compte qu'en fait, moi aussi, j'étais catholique. Donc les valeurs que je prône et que je défends, c'est les valeurs de la chrétienté. Alors ça fait un petit peu old school maintenant de parler de ça parce qu'il n'y a plus que 6% de chrétiens sur le territoire français. Mais les valeurs du christianisme, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres ou aimons-nous les uns les autres, c'est ce qui guide ma vie. Donc et tends l'autre joue. Quand tu reçois une claque, tends l'autre joue. J'étais pas d'accord avec ça quand j'étais plus jeune, et maintenant avec l'âge, je me rends compte que chaque fois qu'on m'a donné une claque, j'ai tendu l'autre joue en disant mais c'est pas grave, de toute façon ça aussi ça passera, tout passera et ça aussi ça passera. Donc finalement maintenant je privilégie chaque contact. Chaque fois que je rentre en contact avec quelqu'un, j'essaye que ce soit qu'il y ait un début, un milieu et une fin. De fermer chacune de mes relations. Par exemple, quand je vois quelqu'un, je lui envoie un petit SMS après qu'on se soit quitté en disant merci pour cette entrevue, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble, merci pour ce joli moment qu'on a passé ensemble. Je ferme chaque relation et j'ouvre chaque relation comme on ouvre un livre. Je n'ouvre plus de livres. Pendant des années, je lisais entre 3 et 5 heures par jour pendant 20 ans. Et maintenant, ça fait 2 ans, je n'ouvre plus un livre. Bon, de temps en temps, je lis un peu Victor Hugo. De temps en temps, je lis un peu Rainière Maria Rilke. De temps en temps, je lis Rimbaud. De temps en temps, je picore comme ça, mais vraiment un tout petit peu, alors qu'avant, j'étais vraiment très, très impliquée dans la littérature. Et je considère aujourd'hui que chaque personne est un livre. Chaque individu est un livre. Et il y a une nouvelle pratique qui a lieu dans le Nord où on se retrouve dans des cafés et on peut réserver une personne et pendant 30 minutes, on consulte cette personne comme on consulterait un ouvrage. Ah, c'est fou. C'est ce que sont les gens. Des ouvrages, des livres en développement. Donc, je fais attention, chaque fois que j'ai à parler, chaque fois que j'ai à prononcer un mot et à échanger verbalement avec quelqu'un, je contrôle d'abord par la pensée ce qui va sortir par ma bouche. Ça veut dire qu'avant de parler, je contrôle d'abord par ma pensée pour être sûr que ce soit toujours du miel. Mais ah oui.
que on échange du miel ensemble, qu'il n'y ait pas d'acidité, d'amertume. C'est très important. Ça veut dire quelle vieille j'ai envie de devenir, quelle grand-mère j'ai envie de devenir. Ben, j'ai envie d'être une grand-mère douce, j'ai envie d'être une grand-mère cool, et je suis old, never old. Ceux qui ne veulent pas vieillir, c'est pas celui qui ne veut pas vieillir, mais celui qui traverse la vie en étant toujours un peu sur la même vibration. Maintenant, avec l'âge, je n'ai plus le même, comment dirais-je, quand j'étais plus jeune, j'étais speed, j'étais un peu tout fou, comme un animal un peu tout fou. Maintenant, je suis quand même plus calme, mais il y a quand même cette chose qui demeure, qui est de rester frais face aux événements de la vie. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir un planning qui soit assez libéré pour pouvoir affronter chaque chose comme étant un monde et mettre en contact mon monde avec le monde de l'autre et trouver des passerelles de communication, trouver des passerelles d'amour, trouver des passerelles de bien-être ensemble. Ouais, c'est super, mais en fait, finalement, t'as énormément de sagesse. T'as affûté ta philosophie de vie, quoi. T'avais ces prises de conscience déjà en pleine gloire ou c'est vraiment c'était tellement speed. T'avais le temps de rien, non? T'avais le temps de rien. Mais ça a duré que 3 ans. Ouais, mais 3 ans, j'ai lu que tu dormais pas, que pendant 3 ans, t'avais à peine dormi. À peine dormi. Comment t'as tenu? Enfin, c'est le rythme effréné, l'enthousiasme. L'enthousiasme. Il y a quelque chose de pétillant, ouais, en toi. Toujours, tu vois, oui. Ça, tu l'as pas perdu. Donc moi, je pense que c'est antérieur. Je pense que c'est vraiment dans l'histoire de ton âme, tu vois. Et dans l'histoire de ton âme, ton thème me montre qu'il y a le besoin du triomphe face à l'adversité. Ça, c'est clair et net. Et j'ai presque la sensation que cette épreuve, tu vois, entre 40 et 49 ans avec tes enfants, c'était ce que j'appelle moi une épreuve karmique, quelque chose qui nous appartient déjà par rapport à une vie antérieure. Je crois au principe de réincarnation, au-delà de tout prosélytisme. Et j'ai l'impression que finalement, t'es venue encore plus faire tes preuves, te relever encore plus forte que jamais. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, t'as des séquelles, mais t'as aussi des nouvelles forces? Je dirais pas ça comme ça. Je dirais, pour être très honnête, je vais avoir 53 ans dans quelques mois. Je rentre dans le 3e âge. Il faut l'assumer et l'accepter. C'est pour ça que je dis que je suis old, never old. Parce que finalement, j'essaie d'accepter la fluctuation de la vie. Et maintenant, je rentre dans le 3e âge. Que je le veuille ou non, c'est ainsi. Donc, quand on a affaire à des personnes plus âgées, elles sont plus calmes quand même. Bien sûr. Voilà, donc ça dépend. Oh, si, quand même, globalement, les personnes âgées sont assez calmes, assez renfermées, d'ailleurs un peu repliées sur elles-mêmes. Non, moi, je me prépare au 3e âge gentiment, tranquillement, et j'accepte ce fait, cet état de fait. Ouais, mais tu vois, ça montre encore une fois que t'as ce détachement, t'as été capable, finalement, de te détacher, de vaincre l'épreuve. Et pour moi, c'est vraiment un modèle et un exemple de résilience incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des contacts avec tes enfants? C'est comment les rapports? Est-ce que tu as gardé quand même une amertume, une colère envers quelque chose, quelqu'un? Non, j'ai ni amertume ni colère. C'est beau. Envers personne. Je pars du principe que quand il y a un problème, on est tous 100% responsables de ce problème. Si on est 3, 4, 5 dans le problème, eh ben chacun, ça fait 500% de responsabilité. On est responsable à 100% des problèmes qui apparaissent dans notre vie. Comme ça évite de déposer la faute sur les autres. Parce que quand on commence à déposer la faute sur les autres, ça veut dire qu'on peut pas régler la problématique puisqu'on a déposé la faute sur quelqu'un d'autre. Alors que si on reste propriétaire du problème, on peut travailler dessus et le régler. Et finalement, la vie, ce n'est qu'un ensemble d'obstacles qu'on doit surmonter pour aller vers la porte d'après. Donc non, moi je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais tu gardes le cœur ouvert. Je garde le cœur ouvert, mais je n'oublie pas. Ça veut dire que quelqu'un qui a pu à un moment donné être porteur d'un problème, oui, peut à nouveau être porteur d'un autre problème, d'un nouveau problème. Donc je fais attention. Ça veut dire que je peux continuer à côtoyer cette personne, mais par contre, je ne lui accorderai pas ma confiance à 100%. Exactement. Est-ce que tu dirais que tu as de l'intuition, de plus en plus de l'instinct dans tes relations? Tu as toujours été intuitive? Non, je suis intuitive et en même temps, ma porte est ouverte à tous.
il n'y a pas, j'ai pas de modèle préétabli, j'ai pas d'attente préétablie. Celui qui se présente, il est envoyé des dieux. Il est envoyé de Dieu, automatiquement envoyé de Dieu. Sauf parfois, il peut y avoir des gens qui sont porteurs de problématiques. Et ça, on le sent. Alors là, je me ferme comme une huître. Oui. Tout de suite. Pour éviter de générer du karma. Exactement. Justement. Donc, j'évite de générer du nouveau karma négatif. Donc, je fais très attention. Ça veut dire que je suis toujours en éveil. Mais a priori, ma porte est ouverte, sauf aux gens qui sont animés par la colère. Et il y a des gens qui sont animés par la colère. Alors là, je ferme tout. Ouais. Mais tu vois, dans ton thème, tu as un défi sur les mécanismes de rencontre. C'est-à-dire que dans ton thème, tu as vraiment quelque chose de très important parce que les personnes qui sont sur ton chemin, elles peuvent vraiment t'aider, te nourrir et te propulser, mais elles peuvent aussi t'accabler et te mettre la tête dans le sable, quoi, tu vois. Donc ça, c'est assez présent dans ton thème. Et justement, ouais, il y a peut-être eu des mauvaises rencontres par le passé. Est-ce que quand il y a eu cette épreuve avec ton enfant, le troisième, où tu as perdu la garde, ce que tu nous disais là tout à l'heure, qui avait été quelque part l'épreuve de sidération, tu as eu des mains tendues, tu as eu des gens qui ont pu t'aider. Et qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu as eu une période aussi d'errance, où tu n'as pas eu de domicile fixe. C'était quoi ta philosophie de vie? Ça a été quoi tes piliers de résilience? C'est les mains tendues, alors, l'aide du ciel, finalement. J'ai commencé à faire de la méditation transcendantale quand j'avais 22 ans. Okay. J'en ai 53. D'accord? Donc ça fait 30 ans que je médite. J'ai fait ce qu'on appelle une technique qui s'appelle Vipassana. Ah, tu peux nous expliquer? Vipassana, donc c'est la technique du 4e Bouddha, Siddhartha Gautama. Et c'est une technique que j'ai commencé à pratiquer quand j'avais 23 ans, qui en fait se présente sous la forme de retraites, de silence qui durent 11 jours. J'ai fait 19 retraites. Ok. C'est carrément beaucoup. Oui. C'est carrément beaucoup. 19 fois 11 jours dans le silence total. Répercuté sur 12 années. Donc j'ai fait 19 retraites sur 12 années. Donc quand j'étais dehors, je méditais. Je suis rentrée dans une méditation, comme les Bouddhas, comme le Christ, comme Saint François de Sales, comme les martyrs chrétiens, et comme les gens qui escaladent l'Everest, qui font du trekking. Donc en fait, moi, ces 8 ans que j'ai passés dehors, je ne les ai pas sentis. C'était un jour après l'autre, un pied après l'autre. Donc j'étais complètement dans l'instant présent. Centré dans l'instant présent. Quelque chose que j'ai gardé. Ça veut dire que je n'ai plus d'attente par rapport au passé. J'ai réglé mes problèmes avec le passé. Et je n'ai pas d'attente envers le futur. Je ne suis pas amère. Et je ne suis pas dans l'attente de quelque chose en particulier. Je ne suis pas dans la frustration. C'est très important ça, de ne pas être dans la frustration. Parce que quand on avance dans l'âge, on se rend compte de tout ce qu'on n'a pas réussi, des rêves qu'on a laissés derrière soi, et on peut devenir quelqu'un de rancunier ou de frustré. Il n'en est pas question. C'est pas des valeurs chrétiennes, c'est pas des valeurs catholiques, c'est pas des valeurs. Alors, je sais que maintenant dans le développement personnel, on est passé au-delà des religions. Tout simplement, pourquoi? Parce que la France est le premier pays athée au monde. Il y a 65% des gens qui sont enterrés sans qu'un culte leur soit rendu. 65%. Donc ça veut dire qu'il y a 65% du groupe qui est athée. Donc, on parle pas vraiment de religion. Mais moi, j'ai eu une éducation religieuse qui était très poussée. Donc j'ai appris la méditation, j'ai appris le judaïsme, donc les lois du Talmud Torah, toutes les lois de la Torah, et j'ai appris les notions, ce sont plutôt des notions du christianisme et du catholicisme. Et c'est cet ensemble de choses, et Confucius, pour l'Asie, cet ensemble de pensées, que j'ai fini par, comment dirais-je, réunir dans une seule sphère. Et c'est avec ces pensées-là, et une pensée pour chaque jour, pratiquement, comme un petit livre qu'on ouvrirait avec une seule pensée par jour, j'ai marché. Ce serait génial que tu fasses un petit livre avec une pensée par jour. Je voulais le faire. Et puis j'ai pas pu le faire parce que j'ai fini par écrire mon histoire et c'est un petit peu compliqué de signer dans les éditions. Les directeurs d'édition n'arrêtent pas de changer les éditions n'arrêtent pas de changer de main. Et ce que je suis, ce que je représente, fait peur aux gens.
Mais pourquoi? Parce que t'as vraiment, tu vois, moi je trouve, enfin je l'avais vu, je l'avais senti, t'as cette sagesse, t'es un puits de culture. En plus j'aime bien parce que tu donnes beaucoup de chiffres, 19 retraites, 11 jours, etc. Enfin, tu vois, pourquoi ça fait peur? Parce que j'ai pas un trajet classique. J'ai pas un trajet dit normal. Ouais, mais t'as une expérience atypique, t'as une expérience qui est riche. Bien sûr, et j'aime ma vie telle qu'elle est, et telle qu'elle s'est déroulée. Ce serait à refaire, je referais les mêmes choix. Et il faut savoir que en ayant passé 8 ans dans la rue, comme si je faisais du trekking ou l'escalade de l'Everest, dans le froid, dans la neige, j'ai réussi à me détacher de tout. Donc, les problèmes, c'est comme sur les plumes du canard. Ils glissent. Il n'y a pas de problème qui me semble insoluble à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand même, les gens ont un peu peur. Parce qu'ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur de chuter et de se retrouver dans des conditions, les mêmes conditions dans lesquelles je me suis retrouvée. Et le fait de me voir, ça leur rappelle mon trajet. Et mon trajet n'est pas facile. Mais il faut savoir aussi que pour avoir fait 19 retraites vipassana, avoir passé 4 ans et demi dans le judaïsme, mais chez les juifs orthodoxes, c'est-à-dire les juifs les plus durs, avec le niveau de loi le plus développé, chaque fois que j'ai ouvert un livre, c'est-à-dire une nouvelle expérience, une nouvelle expérimentation, un nouvel apprentissage, j'ai été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais les gens ne font pas ça. Mais t'as un vrai mental? Oui, mais les gens ne vont pas jusqu'au bout des choses. Dès que ça commence à faire peur, à faire mal, à déranger, les gens s'arrêtent tout de suite. Et hop, ils prennent un autre chemin. Moi, je suis pas comme ça. Moi, quand je décide de prendre un chemin, je vais jusqu'au bout. Mais les gens ne sont pas comme ça, Alexandra. Ça leur fait peur. Ce jusqu'au boutisme leur fait peur. Mais tu sais que Mallory, c'est dans les nombres de ton thème. En numérologie, tu as un nombre qui s'appelle le nombre ressources, qui est le joker et la botte secrète de l'âme. Toi, c'est le 1. Et il y a aussi un nombre qui s'appelle le nombre de réalisations, qui est le nombre des dons et des talents. Et chez toi, c'est aussi le 1. Et on retrouve le mécanisme du 1 qui nous parle du courage, de la résilience et de la détermination. Donc il y a quelque chose, puis en plus, tu es un 19. Tu vois, on parlait des 19 retraites. Donc le 19 est assez symbolique. Et il y a quelque chose en toi qui est totalement déterminé à se dépasser. Et justement, il y a aussi ce côté, j'ai besoin et j'ai envie d'aller voir l'étape d'après. Finalement, t'es très éclairée, t'es très éveillée, quoi. Mais je pense que je suis une vraie femme libre. Ah bah 5, oui. Avec du 5, oui. Quand on parle de la libération de la femme, elle n'est pas complètement effective. C'est encore un doux rêve. Sauf que moi, j'ai vraiment mené ma vie sans me préoccuper de l'opinion masculine. J'ai vraiment mené la vie que je voulais, j'ai fait mes propres choix, sans me reposer sur un regard masculin. C'est très rare. Oui, t'es autonome et indépendante avec du 5 et du 1. C'est les deux nombres qui nous parlent d'autonomie et d'indépendance. Voilà, mais c'est très rare. Pour faire l'expérience singulière et unique. Ah mais oui, je suis d'accord. Les femmes vraiment libres sont rares. Et ça fait peur? Ça fait peur. Et puis c'est difficile à vivre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'était quoi le regard de tes compagnons, justement, sur cette philosophie de vie que tu avais? Cette liberté, ce besoin... Ils n'ont jamais pu mettre la main sur moi. Aucun homme n'a jamais pu mettre la main sur moi. Donc ça fait peur. Parce qu'on vit dans une société patriarcale. Et moi, je suis vraiment l'emblème de quelqu'un qui s'est passé du regard masculin pour pouvoir mener la vie que je voulais mener et avoir les expériences que je voulais avoir. Donc, c'est assez rare. J'en rencontre peu. Toutes les femmes que je connais, il y a un homme derrière elles qui se cache. Que ce soit le fiancé, le meilleur ami, le frère, le père. Il y a des hommes. Chez moi, il n'y a pas d'hommes. Ils sont présents, mais j'ai fait fi de leur opinion, de leur point de vue, de leur jugement pour mener la vie que je voulais mener. Donc, je peux dire, je suis vraiment une femme libérée. Ah, mais totalement. Mais ton thème, il est criant de vérité là-dessus. T'es une révolutionnaire dans l'âme aussi, un peu quelque part de ta condition et aussi des dogmes de la société, quoi. Eh ben oui. Donc, c'est pour ça que quand je me présente quelque part, ça fait un peu peur. Oui, mais en même temps, t'es tellement claire dans ton discours que il n'y a pas de surprise à avoir. On sait à quoi s'attendre, tu vois. Oui, mais pour les hommes, c'est pas très pratique. Une femme comme moi, c'est pas très pratique. Et tu penses qu'à un moment donné, on va aller de plus en plus vers une société où les femmes auront une place? Je pense qu'il faudrait revenir à une société matriarcale.
Ouais. Je pense que ce serait ça l'objectif à tenir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en parlent. Il y a des sociétés, des microcosmes, des micro-sociétés qui existent sur Terre, qui sont des sociétés matriarcales. Je pense que la femme a l'instinct de survie plus que l'homme. Et l'instinct de protéger la vie plus que l'homme. Et ça nous manque. On a trop de problèmes de pédophilie, trop de problèmes de pédocriminalité. Nos sociétés se sont emballées sans foi, sans une directive ou une direction morale claire. On va à notre perte. Donc une société matriarcale, ça redonnerait une priorité, la priorité à la vie. Et je pense que l'homme, dans son développement, ne priorise pas la vie, mais la satisfaction de son désir. Ah, ça ferait un bon sujet de philo. Hein. Ça ferait un sujet de philo. Je te verrais trop bien, tu vois, là, depuis qu'on parle, depuis quelques instants, je te verrais tellement organiser des retraites, ou même je te vois bien, tu vois, à la tête d'une association, d'une fondation, de choses comme ça. Tu y as déjà pensé? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour le monde si tu avais une baguette magique? Qu'on ne puisse plus toucher un cheveu d'un enfant. Qu'il n'y ait plus aucun enfant qui souffre. T'as vraiment ce cœur de mère. Ah, c'est vraiment... c'est quelque chose qui me remue, qui m'émeut, qui me perturbe, qui m'affecte. Quand je vois tout ce qu'on fait aux enfants, ces petits êtres innocents qui ont tellement confiance dans l'adulte, nos sociétés sont malades. On vit dans des sociétés malades où on n'est pas capable, on n'est plus capable de protéger nos enfants. Donc une société qui est pas capable de protéger ses enfants, c'est une société qui échoue dans son projet de vie, dans son projet de développement. Et je pense que le masculin est malade dans nos sociétés. Fort probablement. Enfin, après, il y a aussi des fois le féminin pour moi. La c'est une parité, c'est vraiment une égalité. La femme est complice, mais c'est quand même l'homme qui décide. On est dans des sociétés patriarcales, donc c'est vraiment l'homme qui impulse la direction. Maintenant, je ne suis pas fâchée avec l'homme. Je ne lui en veux pas. Je lui dis simplement, il serait temps que tu remettes les clés à la femme. Que tu partages quelques clés du trousseau du moins, effectivement. Oui. Je suis assez d'accord avec ça. Notamment tout ce qui est le développement de l'enfant jusqu'à ses 13-14 ans. C'est la femme, uniquement la femme qui devrait en être responsable. Est-ce que tu as déjà pensé à des métiers de reconversion? C'est quoi que tu as envie de faire maintenant? Tu disais que tu rentrais dans le 3e âge, que tu avais besoin de plus de légèreté. Mais c'est quoi les projets aujourd'hui que tu as? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te fait Je vibrer? vais peut-être jouer dans une pièce de théâtre de Boulevard super. Au mois de février. Donc si tout va bien, je vais démarrer les répétitions au mois de février. C'est ce que je voulais faire, une pièce drôle. C'est très drôle, c'est le rôle principal. C'est une pièce très comique, très sympathique, très légère. J'ai envie de faire des choses légères et j'aimerais bien continuer à exercer mon métier de comédienne. C'est un métier qui me plaît beaucoup, qui m'est tombé dessus par hasard, mais c'est un métier très plaisant, c'est très agréable de porter des personnages, de faire partie d'équipes de tournage, de rentrer dans le poste et de parler aux gens à travers le petit poste qui est dans la maison de chacun, parce que chacun a une télévision chez lui. C'est vraiment un métier qui me tient à cœur et j'aimerais pouvoir reprendre des tournages plus régulièrement. Mais tu fais pas les mystères de l'amour? De temps en temps. D'accord, ok. Donc c'est quand même assez... les tournages sont assez espacés, tout simplement parce que je suis un guest et que c'est la série d'Hélène et que moi je suis du miel et des abeilles, donc ils me font venir de temps en temps, mais très peu. Ça fait très peu de tournages au final. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec les gens du métier? Oh, chaque fois que je vois quelqu'un, c'est plaisant. Les gens sont très bienveillants avec moi. Ouais, mais ça, tu l'as souvent dit. Même quand tu as eu cette période dans la rue, tu disais que les gens étaient très gentils. Oh oui, vraiment très gentils. Du coup, j'ai plein de questions à te poser là en même temps. Est-ce que t'as cru en ta bonne étoile malgré tout ce qui s'est passé pendant cette période de grande difficulté? Oh, j'étais pas négative. Je suis jamais négative. Donc. T'as eu des signes de l'univers, des choses comme ça, oui. des rêves prémonitoires. Moi, je suis croyante. Donc, moi, je crois que tout est divin. Oui. Quand je pose mon regard sur les choses, tout est divin, tout est Dieu, tout est témoignage de la présence de Dieu dans nos vies. Donc j'ai une croyance
une énorme croyance. Donc, du coup, je n'étais pas déprimée ou dépressive ou rancunière. Ou Dieu est là. Moi, je dis, quand on n'est pas croyant, au moins laisser la possibilité que ça puisse exister. Et quand on n'est pas croyant, dire « Ah ben moi je ne suis pas croyant, montre-moi, montre-toi. Moi, si tu existes, Dieu, montre-moi que tu existes. » C'est ce que je dis aux non-croyants. Je dis « Faites au moins la tentative de lui laisser une petite place et de lui prouver qu'il existe. » Parce que quand on demande à Dieu de nous donner des preuves de son existence, quand on est très croyant, il en donne. Oui. Il en donne. Donc les signes, les synchronicités. Oh oui, il en donne. Ouais, moi aussi j'y crois vraiment. La synchronicité. Ouais, exactement. Synchronicité. C'était quoi la plus belle synchronicité que tu aies eue? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous partager une ou deux anecdotes de synchronicité que tu as pu avoir? Oh, j'ai pas de souvenir précis. Je suis croyante depuis que j'ai 5 ans, donc je prie depuis que j'ai 5 ans, depuis que je suis toute petite, et je ne demande jamais rien pour moi. Je demande pour les autres, mais pas pour moi, parce qu'on peut pas bien prier pour soi. Il faut demander à quelqu'un d'autre de prier pour soi. J'ai une amie qui prie pour moi, mais Dieu a toujours été dans ma vie. Je peux difficilement raconter des histoires parce que c'est des histoires qui sont très très longues, et puis c'est difficile de parler de spiritualité rapidement. Je suis croyante, je suis une vraie croyante. Ouais, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Je te verrais bien aussi écrire une pièce de théâtre. Tu vois, t'as tellement, t'as une vie en toi, t'as tellement plusieurs mondes en toi. Ça mériterait en fait. J'espère pouvoir écrire une pièce, mais c'est un processus qui est très long et très douloureux. Une fois qu'on a écrit, il faut trouver un lieu, il faut trouver un financement, il faut trouver un producteur. Tout ça, c'est des projets. Je vais dire, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens comme une survivante. Comme quelqu'un qui était condamné et qui est adurable. Donc, tout ça, c'est des projets au très long cours où il faut avoir un environnement et un entourage professionnel très très développé. C'est pas mon cas. J'avance assez seule globalement. C'est pour ça que j'ai fait TPMP, l'émission de Cyril Hanouna. J'ai dit proposez-moi du travail, engagez-moi. J'ai envie de jouer, j'ai envie de travailler, j'ai envie de partager des instants avec les autres parce que je suis quand même assez seule. Il faut dire quand même. Depuis que je suis sortie de la rue, je suis quand même assez seule. Et ça te pèse beaucoup? Un petit peu, parce que j'aimerais vivre des choses avec les autres, avoir des interactions plus souvent. Je trouve que ma vie n'est pas encore assez remplie, comme elle a pu l'être par le passé, parce que maintenant j'ai plus mes enfants, j'ai pas encore beaucoup de travail, donc j'aurais aimé qu'on me propose davantage de travail pour avoir une vie un peu plus speed quand même. Bah, je pense que ça va faire son chemin. De toute façon, j'espère. Tu vois, en 2025, t'es dans une année donc qui est le 22. Qui est le nombre de 2025, pour toi, ça va être le 22. Donc, ce 22, il arrive déjà depuis octobre. Et justement, tu es en train de rebâtir des ponts pour l'avenir. Tu es en train de restructurer. Mais surtout, ton âme, elle attend de toi aussi que d'une certaine manière, tu guides les autres, que tu continues à guider les autres à travers toute cette énergie et tout ce que tu peux déployer. Et tu vois, moi, je vois vraiment l'écriture. On va faire une prière. Moi, je vais faire une prière pour toi. Ah, d'accord, Alexandra. Pour qu'il y ait vraiment de bonnes âmes, de bonnes choses autour de toi. Je te jure, je vais faire ça. Je te jure, je le fais. Amen, amen. Et pour moi, tu vois, ton partage, en fait, finalement, dans tes dons et tes talents, t'as vraiment cette qualité de diffusion et de partage. Je suis sûre que tu vas semer des graines sur 2025. Amen, amen. Que Dieu t'entende. C'est évident. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Mallory, tu aurais un petit mot à nous dire? Tu voudrais conclure sur quelque chose? Oui, je voudrais dire, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles, il y a des événements négatifs qui viennent pour en fait nous forger, nous fabriquer. Ces événements négatifs, en fait, il faut réussir à voir derrière, à passer au-delà et essayer de comprendre pourquoi cet événement négatif se présente dans nos vies. Parce qu'en fait, la vie veut nous modeler d'une certaine façon et elle utilise des événements positifs et des événements négatifs. Et je pense que finalement, les événements négatifs sont presque plus constructifs que les événements positifs où tout roule. Je dis, il faut pas avoir peur. Les gens, la peur, la colère et la convoitise, c'est ça les 3 obstacles à vaincre. La peur,
je vainque la peur. La colère, je vainque la colère. La convoitise, je vainque la convoitise. Et je pense qu'on est sur cette terre uniquement pour ça. Vaincre la peur, la colère et la convoitise. Les 3 fléaux. Et si on vainc les 3 fléaux, là on voit Dieu. Ouais. On voit Dieu dans sa vie. Et quand on voit Dieu dans sa vie, tout est plus facile. Pourquoi? Parce que Dieu, il passe devant et il fait le chemin pour nous. Avant nous. Il nous précède et il aplanit les difficultés. Quand on a vaincu la peur, la colère et la convoitise. Ouais. T'as une belle philosophie de vie. Tu parlais tout à l'heure de chaque personne qui est un livre ouvert. Quand tu vois une personne, c'est une histoire. Si tu devais écrire un chapitre, là, tu écrirais quoi? Ce serait quoi le titre? La délicatesse. On vit dans un monde qui manque de délicatesse. Parce qu'il faut aller vite, il faut aller à ses objectifs, il faut gagner, il faut survivre. Les gens sont plus dans un mode de survie que de vie. Et je dirais aux gens, moi j'avais pas assez d'argent pour engager des bonnes pour élever mes enfants. J'ai remercié Dieu de ne pas avoir assez d'argent et de ne pas avoir engagé de bonnes pour s'occuper de mes enfants. Du coup, c'est moi qui m'en suis occupée. Quand on me les a enlevés, au moins pendant 13 ans, ce n'était que moi qui m'en étais occupée. J'ai pu profiter d'eux à plein. Il faut se dire que quand on n'a pas beaucoup d'argent ou pas beaucoup de moyens, finalement, on est obligé d'être en contact avec le réel. Ça tombe bien. C'est l'objectif. Donc, c'est l'épreuve d'humilité, là. C'est une vraie humilité, mais c'est... Voilà. Être en contact avec le réel, c'est ça le plus important. On vit dans la société du loisir, où on voudrait nous décoller du réel. Oui, mais quand tu décolles du réel, tu décolles de la magie du réel. Et tu es dans une magie qui est bien moins puissante, alors que la magie du réel, elle est bien plus puissante. Donc il faut remercier le ciel de ne pas avoir trop d'argent pour être obligé d'être collé au réel. Oui. À la fin de ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise quand il t'accueillera? Bienvenue mon enfant. Ouais. Et je suis fière de toi, je pense qu'il te dira aussi. Oh, j'ai plutôt envie qu'il me dise tu m'as manqué. Oh, c'est trop beau, Mallory. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Alexandra. Merci aux téléspectateurs. Et vraiment, je te souhaite le meilleur à venir. Merci, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.